Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la 7 et bienvenue dans ce journal. L'implantation des stations-service dans le pays se fera désormais en suivant un plan national de répartition. C'est la nouvelle décision prise par le ministère en charge du secteur pour solutionner la mauvaise répartition de celle-ci et mettre fin à la prolifération des points de vente de l'essence frelatée. Elle fera objet de développement dans ce journal. Autre sujet à aborder dans cette édition, le projet de redynamisation des secteurs des loisirs. Les autorités veulent à travers le secteur réaliser des objectifs de cohésion sociale et de paix. Vous en découvrirez davantage dans le développement. À l'international, la journée d'hier à Madagascar a été consacrée à des mobilisations tant du côté du parti au pouvoir que de l'opposition. On y revient dans un instant. Et enfin, nous vous ferons le point sur l'opposition de la Turquie à l'expulsion des habitants de la Gaza en Égypte. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Les petites et moyennes entreprises togolaises sont généralement confrontées à de nombreuses contraintes qui limitent leur développement, en particulier en lien avec l'accès au financement, un défi face auquel des efforts se font. En fin de semaine dernier, le Togo a conclu une convention de soutien allant dans ce sens. Bernard Canvi pour les détails. Constituant pourtant l'un des maillons essentiels de l'économie nationale avec une participation de plus de 80% à l'activité économique du Togo, les petites et moyennes entreprises sont sérieusement confrontées à la problématique de financement, ce qui constitue un véritable frein à leur développement. Ce manque d'accompagnement des banques les empêche de prospérer. Afin de leur donner un souffle de vie, le pays vient de signer une convention d'un montant de 10 milliards de francs CFA avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Ce financement permettra aux PME de faire des bons qualitatifs dans leurs activités. Par ailleurs, bien avant la signature de cette convention, l'État togolais avait entrepris certaines mesures adoptant notamment diverses réformes et lançant des dispositifs de garantie et de financement destinés aux structures privées. Parlons santé, précisément de santé mentale. C'est un sujet qui semble tabou, particulièrement au Togo, malgré le rôle important qu'il joue tant dans la prise de décision de chaque être humain que dans son bien-être général. On voit cela dans ce reportage de Claire Gagnon et de Bernard Canvi. Elle joue un rôle prépondérant et contribue au bien-être général de chaque être humain. Cependant, la place qui lui est accordée au Togo reste relativement faible. Elle, c'est la santé mentale. Définie comme un état de bien-être psychologique, émotionnel et social qui contribue au confort de l'individu, la santé mentale reste de loin une préoccupation majeure pour l'ensemble de la population. Au Togo, la discipline de psychologie est très récente et très peu de personnes ont intégré dans leur habitude le fait de consulter un psychologue quand on est en difficulté. C'est quand ils retombent dans des situations de troubles mentaux déclenchés qu'ils sont obligés de venir voir le psychologue ou le psychiatre. Au-delà de cet aspect, arriver à intégrer dans le quotidien des Togolais le réflexe de solliciter un professionnel de la santé mentale, plus spécifiquement un psychologue, reste un défi consistant. Les défis du psychologue dans notre pays sont ceux de la meilleure reconnaissance par le pouvoir public, également ceux de la collaboration beaucoup plus franche avec d'autres professionnels de la santé que sont les psychiatres notamment. Face à ces défis, plusieurs initiatives sont menées. Les psychologues qui sont là sur le terrain s'organisent pour sensibiliser la population sur la santé mentale. Au moment où ça ne va pas et qu'on se retrouve en détresse, on doit demander de l'aide du psychologue pour que très tôt on puisse nous aider à renforcer nos mécanismes de défense pour mieux faire face aux difficultés que nous avons. Toutefois, il faut noter que le Togo dispose de structures pour la prise en charge des problèmes de santé mentale comme le Centre public de Zébé, le Centre Saint-Jean-de-Dieu à Agoué et le Centre Paul-Louis-René à Kégué. Les patients peuvent également faire recours aux psychiatres et aux psychologues qui exercent dans les centres hospitaliers.
Nous parlons également des personnes en situation de handicap au Togo. Malgré les efforts qui se consentissent par les différents acteurs de la société pour améliorer leur inclusion au sein de la société, des obstacles de mort, et c'est justement ce que relève ce reportage d'Harold Mentin-Ato. D'après la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, une personne en situation de handicap est une personne qui a des difficultés à cause de différences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles. Ces obstacles peuvent l'empêcher de participer pleinement à la société de la même manière que les autres. L'accès à l'emploi est un défi pour tout le monde, mais plus pour les personnes handicapées. Il y a aussi les questions d'accès à l'éducation. Il y a également les questions de santé. Au Togo, malgré leur volonté d'être intégrées, les personnes en situation de handicap rencontrent encore de nombreux défis. Le pays a mis en place des initiatives pour favoriser leur inclusion, mais des progrès supplémentaires sont nécessaires pour créer une société plus inclusive, tant sur le plan social que professionnel. Très récemment, le Togo a participé à la 28e session sur les droits des personnes handicapées. L'impact véritable sur les personnes handicapées de façon pratique n'est pas encore au rendez-vous parce que c'est des recommandations qu'il faut maintenant mettre en œuvre au niveau national. Cependant, on peut quand même noter des avancées au niveau national. L'inclusion sociale passe par l'inclusion professionnelle. Lorsqu'une personne handicapée a une activité génératrice de revenus, il est favorable pour cette personne-là d'être inclue dans la société. En fin de compte, bien que des améliorations soient en cours, il est essentiel de poursuivre les actions et la sensibilisation concernant le statut des personnes en situation de handicap au Togo. La prolifération des points de vente de l'essence fruitée résulte d'une mauvaise répartition des stations-service sur l'étendue du territoire national. Le constat est partagé par le ministre en charge de l'énergie et des mines. Désormais, l'implantation des stations-service au Togo devra se faire selon un plan national de répartition supervisé par le ministère en charge du secteur. Kofi Kligé. Une dizaine de sociétés exercent au Togo dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. Si les unes font dans la vente des hydrocarbures, d'autres se sont spécialisées dans la distribution. Cependant, l'on remarque une inégale répartition des stations-service sur l'étendue du territoire national. Les stations-service se concentrent dans les zones urbaines au moment où les zones rurales en souffrent cruellement. Pour équilibrer la répartition des stations-service entre les zones urbaines et les zones rurales, l'État togolais voudrait bien faire la relecture du cadre réglementaire et législatif du secteur des hydrocarbures. Cette relecture va inclure entre autres un plan national d'implantation des stations-service. Ce plan permettra d'assurer une répartition harmonieuse des stations-service conformément aux besoins des populations. En Conseil des ministres mercredi, la ministre en charge de l'énergie et des mines est revenue sur le sujet dans une communication. Cette communication ébauche aussi des efforts supplémentaires à mener pour dissuader les exploitations illégales. Par ailleurs, le secteur des mines connaîtra aussi de légères modifications des textes le réglementant. Ces modifications de textes iront de l'impact négatif de l'exploitation des carrières sur l'environnement et le cadre de vie des communautés aux conditions d'attribution des permis d'exploitation. Et comme nous vous le disons dans les titres, les autorités togolaises ambitionnent redynamiser le secteur des loisirs et accroître sa contribution au développement socio-économique, mais également à la réalisation des objectifs de paix et de cohésion sociale. Le sujet a été évoqué au récent Conseil des ministres. Promis, Koumegbe et Kofi Kligé reviennent dessus au travers cet élément. Le secteur des loisirs constitue une véritable source d'opportunités et un levier incontournable du développement socio-économique. Le Togo, dans la vision de renforcer la contribution du dit secteur à la croissance économique et au développement humain, veut œuvrer à sa redynamisation et accroître sa compétitivité. L'examen du projet de politique nationale des loisirs vise à améliorer la gouvernance du secteur, promouvoir et développer l'industrie des loisirs et celle touristique. Il contribue ainsi à créer des emplois et générer des revenus au profit des communautés locales. L'on devra définir des orientations globales avec des programmes incitatifs, sensibiliser sur les bienfaits des loisirs, assurer la diversification des offres, créer des outils de promotion concrets et accessibles,
promouvoir des loisirs traditionnels menacés de disparition, puis favoriser la concertation entre les acteurs. Ceci permettra la réalisation des objectifs nationaux en matière de cohésion et la paix sociale en vue d'un développement harmonieux. Pour rappel, en 2021, les autorités de tutelle ont validé la politique nationale des loisirs et son plan d'action dans la perspective de sortir le secteur des sentiers battus et de lui donner une nouvelle dimension créatrice d'emplois décents et de richesse. Il s'agissait dans un premier temps de diagnostiquer les forces ainsi que les enjeux et défis du secteur, ensuite d'établir le cadre stratégique, le mécanisme de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Sujet agriculture, le secteur agricole va bénéficier d'un nouvel appui grâce à un tout nouvel accord qui vient d'être signé. En quoi cela va consister et quel est l'objectif derrière? Trouvons les réponses à ces questions dans ce reportage de Promise Bomembi. Il y a 4 mois environ, 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel adoptaient à Lomé en présence des représentants de la CEDEAO et de la Banque mondiale la déclaration de Lomé sur les engrais et la santé des sols. L'objectif des travaux était de trouver des solutions pour rendre les fertilisants plus accessibles et abordables dans un contexte de crise alimentaire. Toujours dans la perspective de stimuler la sécurité alimentaire et le développement agricole en Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, la Guinée et le Mali vont bénéficier d'un apport grâce à la signature d'un protocole d'accord en marge des assemblées d'automne de la Banque mondiale et du FMI. Il s'agira concrètement d'œuvrer à l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols, de former les petits agriculteurs, développer des programmes d'agriculture numérique, renforcer la capacité de la CEDEAO et créer un centre régional pour la santé des sols en Afrique de l'Ouest. L'objectif reste celui d'accélérer les investissements et les réformes pour l'accessibilité des engrais et pour une agriculture résiliente, promotrice de développement durable et créatrice d'emplois. Il est aussi question de promouvoir des programmes en faveur de 5 millions d'agriculteurs couvrant une superficie de 10 millions d'hectares dans les 4 pays en question. Rappelons que l'institution de Bretton Woods a annoncé 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour l'Afrique de l'Ouest dans le secteur de l'agriculture d'ici 2024. Les investissements passeront ainsi de 4 milliards à 5,5 milliards de dollars. Place à l'actualité internationale. Nous parlons coopération, mais justement sur le plan international. Ce dimanche, le président kenyan William Ruto s'est rendu en Chine. Il va participer au 3e forum de la ceinture et de la route. On en découvre un peu plus sur les relations existantes entre ces deux pays. Le président kényan William Ruto est arrivé dimanche en Chine afin de participer au 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, prévu les 17 et 18 octobre à Pékin. Ce forum est l'événement diplomatique le plus important organisé par la Chine cette année. Des représentants de plus de 140 pays sont attendus à l'événement. Premier partenaire commercial de l'Empire du Milieu, le Kenya marque 60 ans de relations diplomatiques avec la Chine. La ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi est un projet phare dans le cadre de l'initiative de coopération régionale qui a créé plus de 74 000 emplois et contribué à hauteur de plus de 2% au PIB du pays d'Afrique de l'Est. La route de la soie du XXIe siècle a été lancée par la Chine en 2013 pour construire des réseaux commerciaux et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe, à l'Afrique et au-delà, le long des anciennes routes commerciales de la route de la soie. Hier samedi, dans les rues d'Antananarivo, le président sortant André Rajoelina était en pleine mobilisation et cette mobilisation se déroulait au même moment que celle de l'opposition. Pendant que le parti au pouvoir essayait de rassembler le peuple de son côté, l'opposition, quant à elle, dénonce son coup d'État à la veille de la présidentielle. Nous vous faisons un retour sur les images. Nouvelle journée de mobilisation ce samedi dans la capitale malgache alors que la Haute Cour constitutionnelle, plus haute juridiction de Madagascar, avait ordonné jeudi le report du premier tour de la présidentielle, initialement prévu le 9 novembre au 16 novembre. Les partisans du président sortant André Rajoelina, arborant la couleur orange de son parti, ont défilé dans les rues d'Antananarivo. Nous sommes ici pour soutenir le candidat Rajoelina, celui qui porte le numéro 3. Je le soutiens parce qu'il a construit beaucoup d'infrastructures. Il se préoccupe des jeunes et des plus démunis.
Dans d'autres quartiers de la ville, des partisans du collectif des 11 candidats à l'élection présidentielle ainsi que des opposants étaient également dans la rue pour dénoncer un coup d'État institutionnel avant la présidentielle. L'opposition dénonce une machination du pouvoir pour favoriser Rajoelina et a appelé quasi quotidiennement à protester depuis le début du mois. On demande que les élections soient organisées d'une manière saine, loyale et transparente, acceptée par tout le monde, avec une nouvelle CENI, le gouvernement a changé et une nouvelle cour électorale spéciale. Voilà. Premièrement, nous n'acceptons pas que notre pays soit dirigé par des étrangers. En second lieu, ils doivent changer la Commission électorale nationale indépendante et la Haute Cour constitutionnelle. Et enfin, ils doivent reporter les élections. Andry Rajoelina, 49 ans, avait accédé au pouvoir en 2009 à la faveur d'une mutinerie. Depuis son élection en 2018, des tensions politiques continuent d'affecter la grande île de l'océan Indien. Des déclarations sont sorties de l'Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui se déroulait au Maroc et qui prend fin ce dimanche. Le FMI, pour sa part, annonce la création d'un 3e siège et la hausse des contributions pour l'Afrique. On entre dans les précisions avec ce reportage. Au Maroc, les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiennent depuis lundi 9 octobre à Marrakech se sont achevées sur une note d'espoir. Les États membres du FMI ont accepté d'augmenter leur contribution au prêteur mondial et d'accorder un 3e siège à l'Afrique au sein de son conseil d'administration. Nous sommes parvenus à un consensus sur l'importance de stimuler une croissance inclusive et durable en progressant au niveau de nos agendas climatiques et numériques. Nous allons soutenir les efforts pour remédier aux vulnérabilités de la dette. Nous nous félicitons d'avoir pu combler le déficit de financement du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Nous pourrons ainsi aider les membres les plus vulnérables. Bien que la répartition des votes n'ait pas été modifiée, le FMI a accepté d'élargir son conseil d'administration de 24 à 25 membres afin de donner un siège supplémentaire à l'Afrique qui n'en détenait jusqu'à présent que 2. L'heure est à la solidarité, mais la solidarité, quand il y a tant de tensions, est difficile à construire et pourtant nous y sommes parvenus. Nous clôturons cette réunion avec 4 objectifs que nous nous étions fixés avant la réunion et qui ont tous été atteints. 4 objectives we have set up for ourselves before the meetings. All achieved. Basé sur la taille de l'économie d'un pays, les quotas déterminent le montant des fonds qu'un État doit fournir au FMI, son pouvoir de vote et le montant des prêts qu'il peut obtenir. Actuellement, la distribution des quotas favorise les pays européens au détriment des grands pays émergents, Chine et Inde en tête, qui réclament une réforme du système. Et on s'intéresse à présent à la tension actuelle entre l'Israël et le Hamas. Vendredi, plusieurs pays arabes et musulmans ont exprimé leur soutien à l'endroit de la Palestine au travers des défilés et manifestations. Parmi eux, l'on retrouve l'Algérie, le Maroc et la Libye. On regarde. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi dans de nombreux pays arabes et musulmans en soutien aux Palestiniens au 7e jour d'une guerre sanglante opposant Israël au Hamas. À Alger, près de 2000 personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur soutien aux Palestiniens. Le peuple algérien tout entier est solidaire du peuple palestinien et aux côtés du peuple palestinien. Le peuple palestinien est en détresse et a besoin du soutien des peuples arabes et des peuples musulmans. Les Marocains ont également défilé ce week-end dans de nombreuses villes de leur pays après la prière du vendredi. Ils demandent à ce que soit stoppé le rapprochement du royaume avec Israël. Cette manifestation est un appel à l'État marocain pour stopper les crimes, mais aussi stopper la normalisation. Un appel au Maroc qui préside le comité de Jérusalem à agir d'urgence, à fermer le bureau de liaison avec Israël et à se retirer de tous les accords bilatéraux. C'est ce que le peuple marocain demande aujourd'hui. En Libye, des manifestants pro-palestiniens ont traversé Tripoli, appelant à stopper les crimes de guerre et brûlant des drapeaux israéliens. Des membres de la diaspora palestinienne étaient également présents. Nous sommes loin de la Palestine. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous exprimer en faveur du peuple palestinien. Israël a appelé vendredi tous les civils à évacuer la ville de Gaza alors que l'armée continue de pilonner la bande de Gaza après une semaine de guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas en riposte à son attaque meurtrière du 7 octobre.
Toujours en ce qui concerne la tension entre les deux pays, depuis hier, du matériel médical en direction de la Gaza a été bloqué à la frontière de l'Égypte, a fait savoir l'OMS qui appelle à la réouverture du poste frontière de Rafah. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué samedi que du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza a été acheminé vers l'aéroport égyptien d'El Arish près de l'enclave palestinienne dans l'attente d'un accès humanitaire. À chaque heure qui passe avec le matériel stationné du côté égyptien de la frontière, des filles et des garçons, des femmes, des hommes, en particulier des personnes vulnérables ou handicapées, vont continuer de mourir alors que les équipements qui peuvent les sauver se trouvent à moins de 20 km, a prévenu l'OMS. L'OMS a exhorté une ouverture immédiate du poste frontière de Rafah pour permettre la livraison de nourriture, de carburant, d'eau et d'autres équipements essentiels de survie. Malgré tout, pour que cette assistance pénètre dans le territoire palestinien, il faut le feu vert des Israéliens qui bombardent régulièrement le poste frontière de Rafah côté Gaza. Or, pour l'heure, Israël maintient son blocus complet. La sécurité égyptienne a fait savoir que l'aide humanitaire ne bougerait pas d'El Arish sans un accord de l'État hébreu pour son acheminement dans la bande de Gaza. Et pendant ce temps, la Turquie est catégoriquement contre l'expulsion des habitants de la Gaza vers l'Égypte. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu au Caire son homologue turc Hakan Fidan. Les ministres des Affaires étrangères ont animé samedi une conférence de presse conjointe depuis le Caire en Égypte. Condamnant les attaques israéliennes sur Gaza, Fidan a proposé la création d'un État palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est pour capitale dans les frontières de 1967. Il dénonce la stratégie d'Israël qui, selon lui, vise à déraciner les Palestiniens de Gaza. Nous n'approuvons pas la politique consistant à déplacer les Palestiniens de Gaza et à les expulser vers l'Égypte. Nous nous y opposerons jusqu'au bout et nous soutenons l'Égypte dans cette démarche. Sameh Shoukry a pour sa part appelé au respect du droit international. Les développements liés à Gaza étaient au centre de nos discussions. Et il est important de travailler ensemble pour surmonter les impacts humanitaires extrêmement graves qui affectent le peuple palestinien à Gaza. Nous avons également abordé l'importance de contenir ce conflit et l'importance d'adhérer pleinement aux règles du droit international humanitaire en respectant le fait de ne pas cibler ni blesser les civils qui sont en danger de quelque côté que ce soit. Sameh Shoukry a également reçu la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock qui a déclaré que toute nouvelle grande souffrance dans la bande de Gaza encouragerait le terrorisme et créerait des tensions avec les voisins arabes. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.